Bonjour, Patrick Mirou, je suis médecin urgentiste, praticien hospitalier au centre hospitalo-universitaire d'Angers. Et puis, je coordonne les outils numériques de la Société française de médecine d'urgence, donc en plein dans le numérique, c'est-à-dire aussi bien un site web qu'une base de données vidéo, que des réseaux sociaux ou une plateforme d'e-learning. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais, mais ma pratique est quand même à 80% auprès du patient. Alors, on a un problème en santé, dans ma spécialité, mais dans toutes les disciplines de médecine, c'est que il y a énormément de publications. Et concernant ma discipline, on peut considérer qu'il n'y a pas loin d'un millier, voire un petit peu plus, d'articles qui paraissent quotidiennement. Donc, il est clair que la qualité de ces articles, hein, qui a priori sont des données pour nous travailler, est inégale. Et donc, il a fallu très tôt, et ça, c'est les années 80, 90, se dire que il fallait peut-être faire le tri, qu'apparaissait la notion de données probantes, c'est-à-dire des données qui avaient une certaine valeur de preuve sur lesquelles on pouvait appuyer nos pratiques, et puis d'autres données qui étaient plus expérimentales ou qui demandaient confirmation, pour lesquelles il n'était pas question de changer notre façon de faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre médecine, qui est une discipline scientifique, mais qui reste quand même très marquée par le côté artistique, on dit art médical, s'appuie sur 15 à 20% en fait de données probantes. Ça veut dire que nos actes, dans 20% des cas, on a des preuves fortes qui sont utiles pour le patient, et on en sait on en sait la qualité. Et puis pour le reste, on est plus dans des habitudes, dans la façon dont on fait, dans une expérience, mais en fait, d'un point de vue statistique, scientifique, raisonnement, c'est pas aussi probant, c'est-à-dire que ce sont pas des preuves très fortes. Archibald Cochrane, qui était épidémiologiste, qui s'intéressait surtout à la santé des mineurs gallois, s'est dit que ce serait bien qu'il y ait quelque part une compilation de toutes ces données, que les gens y travaillent, qu'on mette en haut de la pile les données les plus probantes sur lesquelles on s'appuie, et puis que derrière on puisse dire là la donnée est pas très forte. Est-ce que mon patient a vraiment besoin de ça? Quel risque je prends à lui faire ça par rapport à la maladie et par rapport aux bénéfices attendus de ma thérapeutique, de ma décision, et de centraliser tout ça. Donc au départ, c'est une association qui fonctionne et puis qui découvre le web, qui découvre les réseaux, et qui va pouvoir comme ça allier nombre de scientifiques médicaux internationaux. Et là, c'est plusieurs dizaines de milliers maintenant de personnes qui collaborent au sein de cette collaboration qui donc s'appelle la collaboration Cochrane. Alors, ça repose aussi sur des méthodes statistiques. Ça repose sur une compilation des études, sur une comparaison des études, et en fait, on agrège des études, donc des grands nombres de patients qu'on espère à peu près équivalents, sur des objectifs scientifiques qui sont à peu près les mêmes, hein. Je vous donne là un petit peu les difficultés pour en tirer des conclusions. Donc, par exemple, si vous regardez le logo de la collaboration Cochrane, vous verrez que ça représente un forest plot. C'est une représentation des preuves en fonction de différentes études pour arriver à la compilation et à la décision finale. Et ça représente en fait une question qui était celle de mettre des corticoïdes chez la femme enceinte pour la naissance d'un prématuré à venir, de façon à limiter en particulier les maladies membranes hyalines, c'est-à-dire les détresses respiratoires à la naissance. Et on ne savait pas. Donc, il y a des études qui disaient oui, des études qui disaient non, des études qui disaient on ne peut pas savoir. La compilation de ces études a fait qu'on a eu une réponse, que c'est positif, et qu'on a largement diminué la mortalité, et que maintenant, c'est en pratique courante depuis quelques dizaines d'années de mettre ce traitement en place quand un prématuré va naître. Voilà, donc ça, c'est une idée de ce qu'a été la force des réseaux, des études, de la compilation. C'est des travaux qui prennent 2 à 3 ans pour sortir les chiffres, traiter les études, qui s'accélèrent maintenant parce qu'il y a des techniques dynamiques. Et puis, on garde la question, c'est-à-dire qu'il y a une question posée, telle population, avec tel traitement, par rapport à tel autre traitement ou quel standard de soins, va améliorer ou pas la prise en charge du patient sur sa mortalité, sur la durée d'hospitalisation, enfin le critère que l'on veut. Et ces questions, on les garde, et en fait, de façon de plus en plus systématique, sans dire automatique, mais de plus en plus systématique, en fait,
on va mettre les nouvelles données et voir si les résultats changent. Et on peut suivre comme ça l'évolution des réponses et de la question avec un cycle qui était de 4 à 5 ans quand on le faisait comme ça entre scientifiques et des collaborations internationales et qui maintenant est très court puisque l'étude va sortir et très vite les chiffres peuvent être implémentés grâce aux techniques numériques. Donc là, en fait, c'est une des méthodes de fabrication de ce qu'on va appeler des données probantes, c'est-à-dire des données de haut niveau de preuve. On pourra retrouver ça avec toutes les notions d'évidence-base médecine, médecine par l'épreuve, avec les différentes qualités de données. Alors, à partir de là, effectivement, on va pouvoir évoluer dans sa pratique, changer sa pratique, hein. Il faut savoir qu'on estime que grosso modo, à peu près 30 à 40 de mes connaissances seront obsolètes à l'échéance de 5 ans. Donc, il y a un renouvellement qui est extrêmement important. On ne peut pas retourner à l'université tous les 5 ans et y repasser un an, c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être collaboratif et qui doit être fait par des réseaux d'experts. Alors, là, c'est un exemple avec la Cochrane. Il y a d'autres groupes qui travaillent. Il y a d'autres techniques pour évaluer des données probantes. Vous verrez, il y a des choses aussi où on a du mal à avoir des données probantes, mais il faut quand même décider. Hein, ne rien faire pour un patient, c'est déjà prendre une décision. Donc, il faut quand même décider si on fait ou pas quelque chose. Et là, on ira sur ce qu'on appelle des consensus, des rapports formalisés d'experts où là, c'est des experts qui se réunissent avec différentes techniques pour définir ce qui est actuellement le plus efficace au sens de l'expérience des uns et des autres. Voilà, donc tout ça pour nous faire un pool de données, mais ensuite, ces données, il faut les retrouver. Pour les retrouver, on peut aller sur chacun des éditeurs et chaque groupe qui y travaille, ce qui est un peu fastidieux. Et donc, de l'autre côté, il y a des bases de données probantes, qui vont vous permettre d'avoir cette actualité et d'aller chercher vos informations, même chose sur le web, qui sont de différentes spécialités pour nos professionnels médicaux. Alors, pour ma part, qui fait de la médecine d'urgence, je m'intéresse à la médecine d'urgence. J'utilise une base de données qui s'appelle Dynamed, qui est réalisée qui est supportée par EBSCO. Il y en a d'autres auxquelles mon CHU, par exemple, est abonné, qui s'appelle UpToDate. Voilà, ce sont des bases de données où, en fait, des groupes de scientifiques vont colliger les données probantes de différentes sources, vont les mettre en forme, vont les classer avec un sens qui correspond à mon métier. C'est-à-dire que moi, j'utilise une certaine nosologie, j'utilise des concepts qui sont propres à ma discipline et donc je vais les retrouver comme ça. Ce qui fait que c'est très vite parlant et accessible. Et puis, c'est encore amélioré dernièrement par effectivement les outils de recherche basés sur l'intelligence artificielle. Et donc là, on va avoir la réponse. Alors, comment ça fonctionne? Des experts mettent la donnée dans la base dès qu'elle est publiée. Le délai, pour vous dire un petit peu la rapidité, c'est que quand une étude est publiée et a un fort impact sur la modification des thérapeutiques de ma conduite à tenir, 4 à 5 jours. En 4 à 5 jours, je reçois l'information, qui est sidérant, puisque effectivement, précédemment, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, c'est quelque chose qui passait par des experts, etc., etc. Grosso modo, ça mettait une petite année au minimum. Donc, en 4 à 5 jours, je vais avoir cette donnée. Elle est généralement soumise à un collectif, c'est-à-dire que tous les gens qui sont abonnés à ces bases de données vont recevoir un courriel et on va leur demander leur avis. Donc, vous dites en tant que professionnel, est-ce que je change ma pratique? Est-ce que c'est pertinent, etc. Ce qui renforce aussi la qualité de ces données. Et ensuite, elle est diffusée à tout à chacun abonné à ces bases de données. Donc, ceci a le mérite de nous mettre très vite, en fait, au niveau scientifique actuel de la médecine, avec ces données probantes accessibles quasi immédiatement. Voilà un petit peu comment j'utilise ces outils. En ma qualité ensuite de référent des plateformes numériques de la Société française de médecine d'urgence, quand les études sont particulièrement pertinentes, les résultats sont particulièrement pertinents, je me permets, moi, de les diffuser aussi sur mon réseau de professionnels, c'est-à-dire une base de données d'à peu près actuellement 10 000 professionnels. Donc voilà un petit peu comment le numérique nous aide à être à jour dans nos données, à changer nos pratiques. Bien sûr, changer nos pratiques, c'est quelque chose de compliqué, hein, parce que le médecin chaque médecin a mis en place son mode de raisonnement, a une exposition différente aux pathologies, et plus ou moins souple aussi.
d'un point de vue intellectuel. Et donc, on se confronte à d'autres soucis qui vont être, par exemple, l'inertie clinique, qui est bien décrite, c'est-à-dire qu'on sait que la donnée est probante, on sait qu'il faut changer, et les médecins, pour autant, ne changent pas parce que il y a une habitude, il y a une facilité, il y a, ça a montré dans son expérience à lui que tout compte fait, ce qu'il faisait réussissait à ses patients, ou qu'il lui faut un gros changement pour tout compte fait un petit bénéfice. Car souvent, dans ces études, on est sur des grosses populations, donc le bénéfice est évident. Mais si vous avez 100 patients qui présentent cette maladie, le bénéfice pour vous, pour le voir, il faudra 10 ans. Voilà. Donc tout ça fait que on a toujours en fait quelque chose de l'ordre de l'individu, aussi bien du professionnel, de ce que aussi va vouloir ou va demander ou vont être les croyances du patient. Et il y a toujours la nécessité de ce dialogue interpersonnel. Tout ça pour dire que ces données sont accessibles à tout à chacun, mais que le professionnel reste indispensable en fait pour son exploitation et l'adaptation personnalisée au patient. Je pense que maintenant le concept de médecine personnalisée se diffuse, et je crois qu'il est extrêmement important, et c'est vraiment ce que nous permettront ces bases de données et ces connaissances qui sont toujours des choses génériques rapportées à une population, mais devant le praticien, il y a un patient unique qui pose un problème qui peut être commun, mais pondéré par l'unicité de ce patient. Voilà, donc c'est un apport extrêmement important. Ça base énormément de ma pratique sur ce sujet. Et puis, c'est surtout passionnant de voir comment évolue la science au quotidien.